qu'on appelle les Sarracenia, communément les trompettes. On devrait dire les trompeuses. Grâce à leur couleur et en sécrétant du nectar, elles attirent les mouches. À peine se sont-elles posées, ça glisse tellement qu'elles ne peuvent plus remonter à pied. Et le tube se rétrécit de telle sorte qu'elles ne peuvent plus s'envoler sans se heurter à la paroi. Étonnant au microscope, le dispositif qui les empêche de remonter. Des cellules disposées comme sur un toit de bardeaux. Mais à propos de bardeaux, sommes-nous émus par le sort de cet animal? Non. Mettons-nous cependant à la place des mouches. Autre scandale en Californie, le liche cobra. Il les attire avec du nectar jusqu'à son ouverture. Et, comble d'hypocrisie, son casque, ou si l'on veut, le dôme, empêchant la pluie de remplir le tube où se trouve le liquide digestif, est parsemé de fenêtres transparentes. Ainsi semble-t-il à la mouche qu'elle a toujours du ciel autour d'elle et que la voie est encore libre pour s'enfuir. Étonnante aussi, la zone de poils microscopique tournée vers le bas, avec, juste en dessous, une zone écailleuse, non pas anti, mais pro-dérapante. Et une mouche de moins. En somme, avouons-le, nous avons nos critères. Tout autre, évidemment, serait notre émotion. Si nous vivions ici d'un beau lépidoptère, la capture et la mort en papillovision. Mais ce n'est qu'un diptère, commun, et l'un des pires. Quel écolo, quel le bardeau viendrait nous dire « Protégeons cet insecte, affirmons qu'il nous touche, abat les végétaux, qui assassinent les mouches. » Et pourtant, la technologie de la mouche domestique mériterait le style des publicitaires, vendeurs mais sobres, d'autant que la seconde de télévision coûte les yeux de la tête. Des yeux composés, plusieurs milliers de facettes. Derrière chacune, un cône cristallin, vision panoramique. Sans compter sur le front, 3 yeux simples, des analyseurs d'intensité lumineuse. L'ensemble indispensable pour un vol rapide. 200 battements d'ailes par seconde, provoqués par les mouvements d'une carlingue de chitine. Dessus, abaissé et relevé de quelques fractions de millimètres par muscles transversaux et longitudinaux. Transmission des oscillations aux ailes par articulation amplificatrice de plusieurs centaines de fois le mouvement. Train d'atterrissage repliable en vol, diminuant la résistance de l'air. Élévation et propulsion créées par changement permanent de l'angle de positionnement des ailes. Bord d'attaque renforcé par un poil dur. Des poils sur le dessus des ailes et sur le bord de fuite pour améliorer le passage de l'air. Deuxième paire d'ailes atrophiées, transformées en stabilisateurs de vol. Vitesse 15 à 20 km/h. À l'avant, entre les yeux à facettes, 2 antennes velues. Ce sont les compteurs de vitesse qui mesurent la vitesse du vent et transmettent en permanence l'information au système de réglage des ailes. L'atterrissage de la mouche, une merveille de précision et de souplesse. Extension des pattes vers l'avant, ce qui absorbe comme des amortisseurs l'énergie cinétique. Mais comment la mouche tient-elle au plafond? À chaque pied, une paire de griffes pour s'accrocher aux surfaces rugueuses et une paire de lobes de fixation pour les surfaces planes. En grossissant au maximum, on découvre, là encore, des poils microscopiques sécrétant un liquide adhésif. Et ce n'est pas tout. La mouche est gastronome. Pour les odeurs, des poils, toujours des poils, et des fosses microscopiques sur les antennes. Elle goûte avec ses pieds, ceux des pattes de devant équipés d'organes gustatifs.
et la trompe de la mouche. Ce n'est pas rien non plus. Elle s'élargit en 2 coussinets servant de ventouse aspiratrice. Grossissons encore. Voici une trompe de mouche comme si elle allait vous aspirer. Les coussinets sont munis d'un système de rigoles fixés par de fines agrafes. Ce sont des conduits aspirateurs de liquide. Car la mouche ne fait son marché qu'avec du liquide. Un morceau de sucre, par exemple. Elle y envoie de la salive qui le dissout. Et grâce à des muscles spéciaux, elle repompe le sirop par le système de rigole. Alors, évidemment, la mouche promène des germes. Sur un liquide sucré impeccable au départ, voici, en accéléré, la croissance des bactéries apportées par les mouches. On a calculé que si les araignées, les lézards, les hommes, les hirondelles et autres prédateurs ne s'en mêlaient pas, une seule mouche, pondant du 15 avril au 15 septembre, aurait une famille de 5600 milliards d'enfants. Soit, sachant qu'il faut 70 mouches pour faire 1 gramme, 80 000 tonnes de mouches, à partir d'une seule. L'un des êtres vivants qui contribue le plus à limiter la population des mouches est installé dans la forêt de l'archipel de Malaisie. Les plantes qui veulent y faire la photosynthèse doivent aller chercher le soleil très haut. Ce sont des arbres ou des lianes. C'est à la base de l'une d'elles, une vigne sauvage, que surgit parfois ce qu'on pourrait appeler l'alien des lianes, à qui l'on a donné le nom d'un grand Anglais, fondateur de Singapour et découvreur de plantes rares, Sir Thomas Raffles. Le Rafflesia commence par une graine minuscule, dans une fissure de la liane dont il pompe la sève avec un suçoir. En quelques jours s'ouvre une sorte de chou écœurant, nauséabond, rougeâtre et blanchâtre comme de la viande avariée et dégageant une odeur cadavéreuse. Une sorte de fleur champignon qui peut peser une dizaine de kilos et mesurer jusqu'à 1 mètre de diamètre, sans la moindre feuille, puisque la liane parasitée fait la photosynthèse pour elle. C'est une entauleuse de mouches. Celles-ci viennent pondre dans de la viande pourrie, croient-elles, et transportent le pollen de la fleur, qui laisse mourir leurs enfants. Les mouches diraient qu'il faut être vraiment pourri pour faire à ce point semblant de l'être. Un mot en faveur des asticots. Qu'ils se déplacent grâce à 2 crochets à l'avant, bon, rien d'étonnant. Mais avez-vous jamais observé de près le derrière d'un asticot? Il a 2 trous, bordés de poils. C'est par là qu'il respire. Et les poils sont là pour arrêter la poussière. L'asticot exige de l'air pur. Enfin, voici, par transparence, dans son enveloppe, le cœur d'un bébé-mouche en train de battre. Mais qui est ému par un cœur d'asticot? Personne. Peut-être pourrions-nous alors admirer la débrouillardise de celui-ci. Carnivore, comme sa mère, une mouche des bords de la Méditerranée, où la terre souvent est à la fois sèche et friable. Il y construit des entonnoirs pièges où il attrape ce qui tombe, comme la larve du fourmilion, avec laquelle, à part cela, il n'a rien à voir. Il attrape ses proies, non pas comme elle avec des crochets, mais avec des pattes ventouses. On l'appelle le vermiléo, le vermilion des anciens auteurs. Mais nous voyons l'astuce d'un asticot.
sans plus. Et s'il est un asticot non seulement méprisé, mais carrément haï, c'est bien celui-ci, venant de naître directement de sa mère sans passer par le stade de l'œuf. À peine né, il va se planquer dans un coin sombre pour s'y nymphoser en paix. Il deviendra, comme sa mère, une mouche tsetse, une suceuse de sang. Pour elle, un bœuf ou un être humain, c'est un fruit. Elle en boit le jus, avec une paille. Chaque fois, si peu, pas de quoi le tuer. Mais voilà qu'un bloody protozoaire, au sens propre, vit dans le sang du bétail, au point de le faire dépérir. On l'appelle le trypanosome. Et pour passer d'un bœuf ou d'une vache à l'autre, que fait-il? Il prend la mouche. Au moment où elle boit, il grimpe dans sa trompe. Il passe dans son jabot, puis dans son gésier, arrive dans l'intestin de la mouche qui se gonfle de sang. Là, il se reproduit, puis repart vers la trompe de la mouche pour remonter vers ses glandes salivaires. Bref, il en ressort dans sa bave, celle qu'elle injecte dans le sang d'une vache comme un anticoagulant, pour pouvoir le pomper. C'est ainsi que se propage la maladie de Nagana, de vache en vache. Le coup est dur. Comme se répand de la même façon, d'homme en mouche et de mouche en homme, la maladie du sommeil, dont la mouche est déclarée vecteur, par celui-là même qui lui envoie le protozoaire dans la trompe. Si la mouche est vecteur, qui donc est le facteur? Mais ce qui nous importe à nous autres les hommes, responsables aussi de ce trypanosome, c'est de nous déclarer d'intérêt supérieur et de garder la mouche dans le collimateur. Alors, quelles images montrer qui fassent, au lieu du racisme anti-mouche, monter un peu l'audimat? Peut-être ceci. Le mâle d'une mouche carnassière en train de draguer. Par ce mouvement style « je vais et je viens », il lui dit « je te veux et je ne vais pas te le répéter 30 fois ». On a compté qu'il avance et recule ainsi jusqu'à 29 fois. Quant à elle, tant qu'elle garde les pattes postérieures relevées sur le dos, les cuisses en l'air, c'est qu'elle n'est pas d'accord. Ça y est, elle l'est. Contrairement à ce que d'aucuns tendraient à dire, il n'y a donc pas de viol chez les mouches. Ce n'est pas tout. Voici une mouche aux yeux pédonculés, bizarrement portée sur des pédoncules et très écartée. Une mouche iti. Sur la question de la propreté, elle est très regardante. Elle est en train de se faire un grand nettoyage à fond. Elle fait même les carreaux. Pourtant, c'est une mouche qu'on ne risque pas de voir sur un tas de fumier. Elle suce en Afrique les tiges de maïs. Néanmoins, elle pratique, autant que la mouche domestique, ce qu'un Allemand a nommé les 7 nettoyages de la mouche. Tête, trompe, pattes de devant, pattes de derrière, pattes du milieu, aile et jusqu'aux parties intimes. Et peut-être enfin, brièvement, allez-vous plaindre une mouche. Des chercheurs, ce n'est pas nous, jurés, n'ont rien trouvé de mieux que d'éborgner une mouche, en l'amputant de l'un de ses pédoncules. Et que fait-elle? Elle continue à se nettoyer l'œil qu'elle n'a plus. La propreté chez la mouche, c'est automatique. Mais elle ravage en Afrique les champs de maïs. Du coup, nous la voyons d'un autre œil. Pourtant, il arrive que l'homme soit bien heureux de compter sur certaines mouches.
en particulier dans le midi de l'Europe, où les chenilles d'un papillon ravagent les pins. Quand elles partent pour aller se nymphoser dans la terre, elles le font à la queue leu-leu, d'où leur nom de processionnaires du pin. Alors arrivent les mouches qu'on appelle taquinaires, du grec takina, prompt, agile. Il faut qu'elles le soient pour injecter leurs œufs en un éclair dans les chenilles du convoi. Celles-ci essayent de se défendre, mais ces mouches sont décidément trop rapides. Les œufs, montés dans le train en marche, le suivent jusqu'au moment où il devient un métro, quand la procession s'enfonce dans la terre pour l'hiver. Au printemps, de chaque chenille parasitée, il sortira une mouche au lieu d'un papillon. Autant de moins qui attaqueront les pins. Merci les mouches. Maintenant, si vous n'êtes pas, le moins du monde, ému par le cas de la mouche qui va suivre, c'est que, fondamentalement et décidément, le cas de la mouche est désespéré. Ce bébé mouche, en train de naître, est d'une famille BCBG, celle des mouches à fleurs qu'on appelle les cirfes. Bon chic, bon genre, pour au moins 3 raisons. D'abord, un cirfe est une mouche dont la trompe est un peu plus allongée que celle de la mouche commune, ce qui l'autorise à pomper le nectar de certaines fleurs et à transporter leur pollen. Ensuite, les femelles des cirfes sont capables de rotation de la tête jusqu'à 180 degrés pour repérer les colonies de pucerons noirs qui dévastent nos haricots. Au moment d'atterrir, elles en repèrent aussi l'odeur, par les antennes, les tapotent, pour être sûres de leur présence, les goûtent même un peu de la trompe, afin de vérifier s'ils sont bons, s'ils n'ont pas dépassé la date limite. Et, enfin, elles pondent, entre les pucerons. Prévoyance maternelle. Quand les bébés cirfes naîtront, ils trouveront des pucerons à manger. Devenus protecteurs des champs de haricots, on n'ose plus, ceux-là, les traiter d'asticots. Bon chic, bon genre, enfin, le cirfe, une fine mouche, dont la ruse est d'avoir un abdomen allongé, rayé jaune et noir, et une taille de guêpe. C'est pour faire croire qu'elle en est une. Aux oiseaux gobe-mouches, eux, du moins, elle parvient à le faire gober. Mais allez donc raconter ça à une araignée. Ballet intitulé « La mort du cirfe ». Premier tableau. Toile de fond, celle de l'une de ces araignées dont fait partie la veuve noire et qu'on appelle théridion, en grec petite bête. Longueur moyenne 7 à 8 mm. Taille des bébés 1 mm. Pour grandir, il faut manger. La mère leur abandonne le cirfe à peine capturé. Le pire est que, là encore, personne ne se met à la place de la mouche. On trouverait plutôt mignons les petits théridions. Mangez, c'est de la mouche de ce matin, encore vivante. Il faut que vous appreniez à les capturer. Deuxième tableau de la mort du cirfe. Corps de ballet aquatique, ces coléoptères qu'on appelle des girins. Du latin girare, tourner. S'ils tournoient ainsi,
c'est pour guetter des insectes tombés à l'eau. C'est ce qui vient d'arriver à un cirfe. Il est encore vivant, plus pour longtemps, mais il ne va pas mourir noyé. Les girins, perpétuellement à la recherche de naufragés de ce genre, tournoient comme des étincelles à la vitesse de 1 mètre à la seconde. Incroyable étant donné leur taille, 6 mm en Europe. Ils peuvent décrire ainsi des courbes et des spirales grâce à des pattes élargies en pagaie qui fonctionnent en sens inverse les unes des autres, produisant un effet d'hélice de bateau inversée. Et grâce à une sensibilité aux ondulations produites par les déplacements voisins, ils évitent les collisions au millimètre près. C'est à la surface qu'ils se reproduisent. Mais ils vivent une partie de leur temps sous l'eau. Curieusement, si leurs larves sont totalement aquatiques, ils ne le sont qu'à demi, une fois adultes. Ils ont toujours besoin de renouveler leur provision d'air. Ils montent à la surface, emprisonnent une bulle d'air sous leurs élytres et plongent avec. Elle leur sert de réserve d'air, mais aussi pour remonter sans effort. Quand ils le font en ramenant, par la même occasion, des feuilles mortes à la surface, on dirait un jeu, le subaquaplaning. Enfin, ils ont des yeux complètement séparés en 2 parties. La moitié supérieure surveillant l'air pour repérer les prédateurs, la moitié inférieure voit sous l'eau. Du coup, même s'ils ont senti la présence de la mouche naufragée grâce aux ondulations qu'elle produit en se débattant, ils la repèrent visuellement de 2 façons, au-dessus de la surface et dessous. Alors, c'est la curée. Je sais bien, disait le poète, parlant de sa fille tombée dans un étang et s'adressant à Dieu, qu'un enfant qui meurt ne vous fait rien, à vous. Mais que nous fait à nous de voir mourir une mouche? Peut-être pour la vie, dont les voies sont impénétrables, mourrons-nous comme des mouches, sans faire de vagues, ou si peu. Mais dans le sarcophage d'une reine, en Égypte, on a trouvé ceci. 16 siècles avant l'ère chrétienne. Le collier de la reine Ahotep, décoré de l'ordre militaire des mouches, pour avoir, à la mort de son mari, tenu tête aux envahisseurs asiatiques, en leur livrant, pense-t-on, une guerre de harcèlement, la guerre des mouches. Pour les Égyptiens, même les mouches avaient droit à la Légion d'honneur et à la vie éternelle.